Les chemins de la connaissance. Ethnographie en Algérie, par Jacques Munier. Aujourd'hui, Mouloud Mamri, de l'anthropologie à la politique, avec Tassadit Yassine et Alain Romet, ethnologues. L'intérêt des anthropologues pour le monde méditerranéen est récent et l'ethnologie du Maghreb beaucoup moins développée que l'ethnologie américaine ou africaine. La proximité, la colonisation expliquent en partie ce paradoxe, car l'étude des populations berbères ou arabes de l'Afrique du Nord a d'abord été très orientée et purement descriptive et menée par les colonisateurs, souvent même par des militaires. C'est Germaine Tillion qui a donné ses lettres de noblesse à l'ethnographie en Algérie, avec ses 4 longs terrains effectués dans l'Aurès de 1934 à 1940, puis chez les Touaregs à partir de 1962. À cette époque, Julian Pitt Rivers publie son Anthropologie sociale de la Méditerranée et John Peristiani son enquête sur l'honneur et la honte. Et la Kabylie sera pour Pierre Bourdieu à la fois pour lui-même le terrain initiatique et le creuset de nombreux concepts importants. Mais du sein même de ce monde berbère, Mouloud Mamri est venu porter sur les siens le regard éloigné de l'ethnographe. Écrivain et intellectuel né en 1917 en Haute-Kabylie, formé à la culture classique de la puissance colonisatrice, il incarne et illustre l'enjeu politique de cette ethnologie algérienne qu'il a contribué à fonder dans son pays. Tassadit Yassine. Donc Mamri, avant 62, était professeur de lettres, c'était un professeur de lettres classiques. Il voulait déjà, avant l'indépendance, travailler sur sa langue et sa culture, ça lui avait été refusé. Mais le fait d'avoir quitté l'Algérie en 57 parce qu'il était recherché par les parents, il va se réfugier au Maroc, chez un de ses oncles qui était, disons, proche du Palais Royal à l'époque, et c'est comme ça que Mamri a pu quitter l'Algérie grâce à l'intervention des intellectuels français, je crois, dont Jean-Paul Sartre, etc. Il a pu quitter, donc, sain et sauf l'Algérie pour rejoindre le Maroc. Et donc, au Maroc, il a trouvé une société, je vais dire, encore plus sauvegardée et, je veux dire, formidable par rapport à l'Algérie, parce que il n'y avait pas le poids de la colonisation qui n'était pas le même. Donc ça l'a poussé encore plus à vouloir faire de la recherche et à travailler sur ces sociétés berbères qui avaient gardé leur cohérence, qui avaient gardé une forme d'intégrité culturelle. Et à son retour en 62, Mamri va encore essayer avec le pouvoir d'Alger. On va le lui refuser parce que on va associer l'enseignement de la langue berbère au père blanc. Mais un effet pervers du passé colonial. Exactement. Oui. Mais ça n'empêchera pas donc d'avoir une chaire d'ethnologie nord-africaine à la fac d'Alger, mais c'était encore, je veux dire, vraiment dans sa vision coloniale. C'est la première chaire d'ethnologie de la faculté. Oui, mais c'était un héritage colonial là aussi. Donc c'était là, et on va le mettre là en quelque sorte pour lui, pour le calmer, hein, lui disant, bon voilà, prenez ça et foutez-nous la paix en quelque sorte. Hein. Donc il va garder sa chaire d'ethnologie nord-africaine, et c'est seulement en 69 qu'il sera nommé au CRAP, ce centre de recherche anthropologique, ethnographique et préhistorique d'Alger, et ce CRAP était une espèce d'antenne CNRS à Alger, dominé pratiquement par la préhistoire. Il faut savoir que le CRAP, à l'époque, jusqu'à une certaine date d'ailleurs, dépendait plus ou moins du musée du Bardo, plus ou moins je dis. Donc vous voyez un peu comment il y avait cette vision de la recherche. Donc, à Mamri, on lui doit ceci, cette figure qui est à la fois un intellectuel au sens total du terme. Quand on dit total, ça veut dire qu'il était écrivain, il était professeur de lettres classiques, mais en même temps... Formé à Louis le Grand. Oui, exactement, mais en même temps très attaché à sa langue et à sa culture berbère, mais aussi, je veux dire, dans ses diverses formes algériennes. Alors, donc, grâce à son statut, parce que n'oublions pas qu'il a eu le prix féminin dans les années 50, hein, donc c'est une figure très 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 importante, et alors, en s'essayant à l'ethnologie nord-africaine, eh bien, c'est une forme de reconnaissance des cultures algériennes qui est alors brimée sous la colonisation. Elles vont l'être encore plus avec l'indépendance de l'Algérie, puisque à partir de 62, on va décréter qu'il y a une seule langue, c'est l'arabe, et l'arabe sous sa forme, disons, classique, savante, et une seule religion, l'islam. Donc tout ce qui n'était pas dans cette vision officielle de la culture était rejeté.
Or, la majeure partie des Algériens, 95% des Algériens, ne connaissaient pas, en tous les cas, l'arabe classique. Ou alors, quand ils le connaissaient, c'est des usages très très restreints. Paradoxalement, au Maroc ou à la Tunisie. Donc les Algériens, ce sont ceux qui sont les moins fortement marqués par l'arabe dans sa vision classique. Et ça s'explique. Ça s'explique tout simplement par la colonisation qui a fait que le nombre des médersa, comme on les appelait alors, avait diminué. Et donc, voilà, les gens qui voulaient étudier l'arabe allaient souvent soit en Égypte, soit en Tunisie. Hein, il y a évidemment l'importance de la langue berbère tout de même en Algérie, oui. L'importance presque quantitative. Oui, alors quantitative et je dirais d'une certaine façon, si on peut culturelle. Oui. Oui, mais pardonnez, aussi qualitative. Bon, qualitative pourquoi? Parce que le fait justement de la domination coloniale, c'est un effet pervers. À la fois, donc il y a une domination extrême, mais en même temps, ces diverses dominations ont fait que les populations qui ont gardé leur langue, ce sont, vous savez, quand en période de crise, il y a toujours un repli sur soi. Donc il y a une espèce de conservation de cette langue, surtout dans les régions montagneuses, qui est fabuleuse. Donc, et ça s'explique par l'histoire, depuis la conquête romaine jusqu'à la colonisation française. Si je prends l'exemple de la Kabylie, on peut dire que c'est une région qui a été préservée, tout simplement en raison des axes routiers qui ne sont pas les mêmes. Donc la géographie est déterminée, et le politique, et le culturel. Un sens très fort aussi de l'identité. Bien sûr, et ça a permis de conserver l'identité. Alors donc je reviens à Mouloud Mamri. Donc le fait qu'il y ait cette figure qui prenne en charge cette culture, eh bien, vous pensez bien que ça a servi de modèle à toute une génération d'abord, mais aussi à toute une partie du peuple algérien, qui, nous l'oublions pas, comme en Kabylie, mais pas simplement, il y a la région de l'Aurès aussi, ont joué un rôle déterminant pendant la guerre d'Algérie, parce que justement c'est des zones de résistance. Et en 62, mais c'est comme ça, je veux dire que l'identité, c'est à la fois quelque chose qui existe, mais c'est aussi quelque chose de construit. C'est-à-dire que ces gens qui ont participé pleinement à la guerre de libération vont se retrouver en 62 complètement blackboulés par un pouvoir qui venait de l'extérieur, par Boumedienne et son groupe, qui étaient, eux, des arabisants, des gens qui ont construit ce pouvoir à partir de Tunis. Et les gens de l'intérieur ont été complètement brimés. Alors du coup, les Kabyles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même si c'est pas uniquement ça l'explication, mais ça les a déterminés à se voir uniquement comme des berbères rejetés en raison de leur langue et de leur culture. Mouloud Mamri. Notre société était une société traditionnellement patriarcale. Il y avait de grandes familles, pas du tout le petit ménage père, mère et puis les enfants, quoi. Bon, c'était de très grandes familles avec plusieurs générations et plusieurs ramifications comme ça. Bon, avec toute une structuration à l'intérieur, avec des rôles bien définis. Bon, il y a un rapport entre les sexes, il y a un rapport entre les générations, etc. Tout ça faisait un ensemble, bon, qui était structuré et cohérent. À partir du moment où les hommes en âge de travailler partent pour l'étranger, et le cas de la Kabylie est vraiment un cas tout à fait exemplaire, parce que là, l'émigration est très forte. Mais à partir du moment où ces hommes-là vont, en particulier en France, bon, en Belgique un peu, tout ça, bon, mais enfin, en France, travailler, qu'est-ce qui reste à l'intérieur du pays? Il reste, les femmes, si tu veux, prennent une importance qu'elles n'avaient pas jusque-là à l'intérieur de la structure sociale traditionnelle. Oui. Et ça change évidemment les rapports. À partir du moment où la femme devient chef de famille pendant toute l'absence, et l'absence prolongée du mari, il est évident que ça introduit des rapports nouveaux. Et naturellement, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les mentalités, sur la façon de vivre, etc. La part que les femmes ont prise à la guerre de libération vient de là en partie. Absolument. Collègue et ami de Mouloud Mamri au CRAP, le Centre de recherche anthropologique, préhistorique et ethnographique d'Alger, Alain Romé a suivi les nomades de l'oasis de Ngoussa, dans le sud algérien, au cours de leur migration annuelle dans le Sahara, en étudiant les toponymes et l'histoire qu'ils racontent.
Lorsque j'ai nomadisé, lorsque j'ai effectué cette ashaba, donc cette nomadisation avec les Saïdes, les toponymes, c'est vrai, m'ont servi pour situer les campements des nomades, parce que j'avais besoin de points de repère, effectivement, sur cette migration qui était très longue, parce qu'il y a 650 km entre Ouargla et Tiaret. Et elle se fait à quelle époque? Eh bien, on part début février de Ngoussa, donc c'est en hiver, et on va effectivement remonter le long des oueds qui nous amènent sur le Mzab et l'Atlas saharien par la suite. Direction nord? Direction nord. Et on arrive à Tiaret début juin. Voilà, donc c'est ce terrain-là qui était mon terrain d'errance, si je puis m'exprimer comme ça. C'est dur, hein, c'est une... Vous les avez suivis pendant toute une transhumance, oui. Donc de février jusqu'à juin. En juin, on est obligé de s'arrêter. Ça, c'est impératif pour des raisons administratives et politiques. Parce que Tiaret, c'est un endroit où la culture du blé est importante, la culture des lentilles, et donc le pouvoir colonial, et même par la suite, lors de l'Algérie indépendante, le pouvoir empêchait les nomades de trop monter au nord, de dépasser Tiaret. D'abord parce que les nomades vivent de cela. Ils amènent un certain nombre de denrées de Ouargla jusqu'à Tiaret, de dattes aussi. Les dattes, c'est la richesse de la Palmeraie. C'est la richesse de la Palmeraie, c'est aussi leur date, donc c'est ce qu'ils peuvent aussi échanger, hein, parce qu'il y a une culture d'échange sur le plan économique. Mais comme ils n'ont pas le droit de dépasser Tiaret, et que Tiaret est un lieu où il y a beaucoup de blé, ils vont donc participer à la récolte du blé, la récolte des lentilles qui est très importante. Ils se font payer pour ça. Ils vont glaner le blé sur les chaumes, et tout ça est autorisé. Et puis on laisse passer l'été, parce que il fait très chaud même à Tiaret, même si on est à 650 km de Ouargla. On est là sur les hauts plateaux. Et dans le processus donc de la nomadisation, si on fait ce processus, c'est parce que les moutons doivent manger cette herbe qu'on appelle la hacheb. C'est pour ça qu'on appelle ce processus la hachaba, et que l'on va trouver donc tout le long de ce processus de migration de Ouargla à Tiaret, et qu'il n'y a plus rien après quand l'été arrive. Il faut donc redescendre après, très vite, sur l'oasis de Ngoussa, parce qu'à ce moment-là, on va arriver au moment où il y a la récolte des dattes. Donc le processus de l'aller est un processus très long, le processus de retour est un processus très court en temps. Il nous faut un mois et demi pour redescendre. Comment se fait-il? Il est plus court parce qu'il fait très chaud, on ne peut pas traîner, donc il faut rentrer de nuit. On va marcher la nuit. Oui, c'est un retour et ce n'est pas une transhumance. Ce n'est plus une transhumance. C'est très éprouvant d'ailleurs pour les animaux. Parce que autant on a traîné pour monter, on a laissé les animaux donc chercher les pâturages. Autant pour le retour, c'est la marche forcée. C'est la marche forcée. Quand je suis parti à Ngoussa, j'ignorais que sur le plan méthodologique, on ne peut pas prévoir. Lorsque je suis parti sur le terrain, il y avait une réforme agraire. Moi, je devais faire un travail de sociologie sur l'oasis, que je n'ai pas pu faire, parce que dès que je posais des questions sur les palmiers, je n'avais strictement pas de réponse. Les gens étaient gênés, finalement, là. Les gens ne voulaient pas donner aux administrateurs, ne pas leur dire le nombre de palmiers qu'ils avaient. Et donc, il y avait une rétention d'informations, et donc j'étais obligé d'abandonner. C'est le terrain qui m'a
amené à faire ce travail sur la toponymie, et à partir du travail sur la toponymie, de récupérer une tradition orale qui mettait en jeu cette toponymie, et donc de faire ressortir un discours historique qui était effectivement le discours de la tradition orale, mais qui était l'histoire du peuplement de cette oasis telle que les gens l'avaient conservée dans leurs souvenirs. C'était leur histoire. J'aurais pas pu le faire, je pense, sans le concours de la toponymie. Alors, prenons l'exemple de Ngoussa. Alors, est-ce que c'est un toponyme qui a une profondeur historique? Ah, tout à fait, oui. Une extraordinaire profondeur historique. C'est très intéressant parce que, bon, c'est comme ça que les gens le disaient, cette oasis est berbérophone, et ce toponyme viendrait, disent-ils, de la racine arabe naqas, qui veut dire réduire, ce qui est réduit. Et alors, ça m'a intrigué, j'ai posé des questions là-dessus, mais pourquoi? Et effectivement, il est apparu dans les toponymes et dans la tradition qu'ils m'ont donnée, le début du peuplement de Ngoussa. Alors, une histoire qui nous amenait très très loin, vraisemblablement dans la période ibadite, aux alentours du Xe, XIe siècle, dans des moments où effectivement, où les gens n'éprouvaient pas le besoin de vivre à l'intérieur de structures fortifiées, qui sont ces ressources du Sahara, et qui montrent qu'il y avait des affrontements. Il y a eu, nous connaissons le peuplement, car j'ai pu voir sur le terrain les ruines de ce peuplement très ancien, qui fait que les gens ne vivaient pas à l'intérieur avant d'un habitat restrictif, mais dans un habitat dispersé. Et donc, on aurait fait la Ngoussa que nous connaissons actuellement, donc sainte d'une muraille, dans une période donnée qui est exprimée dans la tradition orale. Donc, par les toponymes, j'ai pu effectivement retracer aussi les déboires politiques et le devenir historique de cette oasis, dont le premier nom, qui était Tarmounest, qui est un toponyme en berbère, a changé par la suite, parce que justement des affrontements politiques importants ont eu lieu dans une période qui est vraisemblablement le XIIe, XIIIe siècle, au moment où les nomades arabophones Banu Hilal et Banu Sulayman sont arrivés dans la région, dont les Saïd Adba font partie. Ce sont des tribus, en somme. Qui sont venus de l'extérieur et qui, effectivement, ont modifié l'urbanisme du Sahara dans cette période. Ces Ksours du Sahara ne reflètent pas ce que sont les structures sociales de la société, mais un état d'insécurité dans lequel se sont trouvées ces communautés dans un moment donné de l'histoire. Ethnographie en Algérie, aujourd'hui Mouloud Mamri de l'anthropologie à la politique, avec Tassadit Yassine, maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur de Chacal ou la ruse des dominés aux éditions La Découverte, et Alain Romet, ethnologue et auteur de Histoire, mémoire et société, l'exemple de Ngoussa, oasis berbérophone du Sahara, aux éditions L'Harmattan. Document INA Hervé Evano, groupe de réalisation Dimitris Capolan, Jean-Baptiste Etcheparamborde, Claude Girenetti. Les chemins de la connaissance, une émission proposée par Jacques Munier
à retrouver sur le site franceculture.com.